Quand on choisit un domaine, quand on est jeune, des fois, on se fait une idée d'un parcours qu'on va faire dans la vie, mais la vie fait qu'on va choisir autre chose, une tangente complètement différente. C'est ce qui s'est passé avec Pierre Maheu, qui est parti du domaine des communications pour rejoindre l'entreprise familiale. Venez découvrir son superbe parcours avec moi. Pierre Maheu, merci beaucoup de nous accueillir dans ton grand bureau. On est bien installé. Ah, bien, merci beaucoup. Oui, on est bien installé. En fait, c'est probablement moi le plus gâté de l'entreprise parce que depuis les expansions des dernières années, on a coupé des bureaux en deux, coupé des casiers de mécaniciens pour faire 2 bureaux de travail, couper des garde-robes pour faire des bureaux de travail. On est très coincés. Alors, oui, je suis gâté parce que je n'ai pas coupé mon bureau en 2 encore. On ne peut pas couper les autobus de toute façon, là. Ça, c'est difficile. Il y a une autre façon d'avoir des minibus que de couper les autobus en 2. Effectivement. Mais ça, dans le fond, c'est le signe qu'il y a quand même une certaine croissance puis que l'entreprise, il y a des beaux défis à gérer cette croissance-là puis la maintenir. Oui, effectivement, l'entreprise a quand même connu, c'est un peu par vague, hein, une croissance d'entreprise, c'est-à-dire que un certain nombre d'années rapprochées où tu réussis à avoir des opportunités que tu vas saisir. Ça te prend d'autres années aussi comme pour les avaler, dans le sens de bien mastiquer ça, parce que financièrement, tu ne peux pas être tout le temps en mesure d'acquérir ou de développer, parce que ça prend des sous. Ouais, puis il faut une stabilité faut aussi. Stabilité. À un moment donné, il revient une autre vague d'opportunités, puis c'est ce qui est arrivé, nous, je dirais, dans les 5 dernières années, où on a pu saisir des opportunités d'acquisition en particulier, mais aussi de développement de marché, notamment dans le secteur minier. Mais donc, oui, l'entreprise va bien et l'ensemble de l'organisation va très bien. Exception faite de ce que les gens entendent beaucoup, c'est le défi des lignes interurbaines régionales, qui est une partie de notre organisation. Ça fait combien de temps que Pierre Maheu est au sein des entreprises, des autobus Maheu? La première fois que je me suis impliqué dans l'entreprise Autobus Maheu, les corporations ont été créées par mon frère aîné Roger. Oui. On y reviendra. Oui. Et moi, dans une des divisions qui avait été achetée au nord de la Sarre, c'est-à-dire dans VVB, Val-Paradis, Beaucanton, Villebois, j'avais été faire l'implantation là, et on parle de 1978, donc il y a 41 ans passés. Et dans la corporation comme telle, comme principal dirigeant avec les frères, c'est ma 39e année. Ça va faire 40 ans l'an prochain. Quand même, donc un secteur que tu as eu la chance de voir évoluer à grande vitesse, là. Oui, et que je pense, en toute humilité, bien connaître, et on a toujours été comme entreprise, tant mes frères que moi-même, et encore aujourd'hui impliqués au niveau provincial, au niveau de notre Fédération des transporteurs par autobus du Québec, où je suis administrateur. Et on est toujours au front pour défendre nos intérêts de l'industrie et les problématiques qu'on vit. Bien, il faut ce qu'il faut des fois, hein? Bien, il faut s'impliquer si on veut. On ne peut pas attendre. C'est un peu comme John F. Kennedy disait, là, si tu n'attends pas ce que les autres peuvent faire pour toi, il faut que tu regardes ce que tu peux faire pour ton pays. Mais dans le cas de... C'est comme dans n'importe quel domaine où les gens... On travaille dans un domaine en particulier. Bien, si tu veux que les choses changent, tu vois qu'il y a des améliorations à apporter, bien, implique-toi. Ouais. Ça a toujours été le cas des gens chez nous. Notre directeur régional, François Barrette, a été administrateur aussi à l'association et président de l'association. On est déjà dans la relève. Nicolas et Alexandre sont impliqués dans le forum jeunesse de notre fédération. Alors, il faut que si tu veux suivre le pas et être en avant et influencer le pas qui s'en vient, il faut que tu t'impliques. Il faut que tu y mets du temps, parce que ce sont tous au niveau provincial des fonctions bénévoles, évidemment. Ah oui, tout à fait. Donc, première fois en 1978, comment avais-tu aimé ton expérience à l'époque? Est-ce que tu te voyais travailler dans ce domaine-là à l'époque? Bien, à l'époque, honnêtement, non, parce que j'avais fait un choix de carrière différent que celui du domaine de l'autobus, malgré le fait que nous, dans la famille... C'est d'entrepreneur. Le premier autobus scolaire, j'avais 3 ans. Quand même. 1958, on a fêté
nos 60 ans d'autobus dans la famille Maheu il y a 1 an et demi. Et donc, on a été élevé dans un milieu de garage, d'automobile, station-service et un premier autobus scolaire, un deuxième, un troisième. Moi, enfant et adolescent, c'est 3 autobus scolaires au village de Sainte-Rose de Poulary avec le garage du paternel, Néré Maheu, qui opère toutes ces activités commerciales-là. Et on vendait même, on était concessionnaire, sous-concessionnaire automobile pour Garage Royal à l'époque, qui vendait des produits Chrysler de la famille Cahuette. Okay. Et on était baignés dans le domaine. Alors, dans le fond, j'ai passé plus de temps, je pense, dans le garage familial que dans la maison, à faire tout ce que les jeunes à l'époque, rapidement, à 10 ans ou 12 ans, déplacer les véhicules, les laver, faire des changements d'huile sur les autos, changer des pneus, mettre des pneus d'hiver. Et tout ça, on faisait ça là, dès 12 ans, 14 ans, on était là-dessus. Là. Ça fait que c'est quelque chose dans lequel on baignait. Et adolescent, je dirais que avec toutes les difficultés que je voyais que mon père avait vécues à opérer ce genre de commerce-là, puis qui était dur sur la santé, je m'étais dit que, non, moi, je ferais pas ça, là, tu sais. C'est pas que ça n'a pas de bon sens, travailler de même, puis se rendre même malade, tu sais. C'est dur sur la santé et tout ça, les exigeants. Puis finalement, je suis obligé de dire à passer 60 ans que j'ai fait ce que mon père a fait. Ben oui, je pense que oui. Puis c'est malgré ça. Ça fait que c'est sûr qu'à un moment donné, comme je voulais pas être nécessairement, comme on dit, je voulais pas manger de la misère à être dans une entreprise, j'ai pris une autre direction qui m'intéressait énormément, c'était les communications. J'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa, un bac en communication, et j'ai travaillé dans le domaine des médias et journalistique pendant 6 ans, à travers les études et suivant les études, et ce qui m'a permis de bien connaître cette machine-là, mais aussi d'y être encore intéressé. C'est un domaine, les communications, les médias et tout ça, que j'ai toujours adoré. Et disons que ça m'a, je pense, aussi donné un avantage avec les médias de bien connaître ça et de pouvoir les gérer de façon positive pour l'entreprise. Et bien évidemment, à un moment donné, il y a eu un élément déclencheur qui a fait le switch là, de lâcher ce domaine-là pour revenir à ce qui ressemblait à ce qu'on vivait dans la famille. Puis c'est le grand frère rendu là, c'est ça, Roger Maheu, qui a été persuasif. Oui, qui a été très, très persuasif. À l'époque, j'étais responsable des pages sportives du Journal de la Frontière en 1980. Et j'avais remplacé d'ailleurs un concitoyen de Sainte-Rose de Poulary qui s'appelle Ghislain Luneau, qui était rendu au Journal de Montréal puis qui couvrait le Canadien. On était 2 bons amis. Et j'avais pris comme le relais au journal. Et mon frère Roger, après des acquisitions dans le secteur de la Sarre, comme je mentionnais, au nord de la Sarre, Macamic, Sainte-Rose, les autobus familiales, il a eu l'opportunité d'acheter une flotte d'autobus scolaires, celle de Lac-du-Faux, où nous sommes. Quartier Lac-du-Faux, qui était une municipalité de Lac-du-Faux à l'époque. En 1980, il y avait la possibilité d'être acquéreur de ça. Et là, il m'a contacté pour dire « Tenterais-tu d'embarquer avec moi pour devenir gérant de la division ici à cette époque-là? » Autrement dit, simplement à 25 ans, de passer de journaliste à directeur d'une division avec, à l'époque, on avait une trentaine d'employés ici, 35 peut-être, là, ici à Rouyn-Noranda, où on opère toujours cette division-là, qui est une trentaine de scolaires, des autobus urbains pour la ville de Rouyn-Noranda, des autobus nolisés. Et c'est comme ça que depuis ce temps-là que je suis, j'allais dire à plein temps, mais je dirais à sur-temps dans le domaine de l'autobus. Donc on commence comme gérant de division. À un moment donné, là, c'est dirigeant d'entreprise, le moment s'en venait, là. Oui, puis c'est, comme je mentionnais au début, des opportunités, souvent, on souhaiterait qu'ils n'arrivent pas de cette façon-là, mais souvent, ils apparaissent toutes comme en même temps. Puis là, tu n'as pas avalé la première bouchée que tu as déjà quelqu'un qui arrive avec une autre cuillère, tu sais, puis tu dis hey, « non, pas tout de suite ». Fait que je mentionne ça parce que des fois,
tu as un choix à faire. Je la prends-tu quand même si elle arrive trop vite, parce qu'on a commencé ici en 1980, puis dès 1981, l'année d'ensuite, la même opportunité se présente à Val-d'Or en Arctique. Ah bon, OK. Et là, puis pour une flotte encore un petit peu plus imposante, et là, ça fait que ça faisait beaucoup d'acquisitions coup sur coup pour mon frère Roger. Puis là, à ce moment-là, mon frère Roger a aussi offert à mon frère Marc-André d'embarquer en 1980, en même temps que moi, à La Sarre. Puis là, on avait une décision à prendre, mais ça prenait des sous aussi. Donc, il a fallu gratter des fonds de tiroir, trouver des moyens Pour financer l'acquisition. Et dès 1981, on a donc acheté ce qui s'appelait à l'époque Autobus Legault et Saint-Georges et Legault Limité de Val-d'Or-en-Arctique, la famille Saint-Georges et Laurier-Legault. Et là, par contre, il fallait trouver des moyens et Roger nous a offert d'embarquer avec lui, d'investir à ce moment-là. C'est là que l'investissement comme actionnaire a commencé pour mon frère Marc-André et moi avec Roger. Et sauf que, pour ceux qui s'en souviennent, 1981... Oui, et financièrement, c'était pas facile avec les institutions. 1981, les taux hypothécaires étaient dans 18-19 %. Et d'ailleurs, le gouvernement avait lancé un programme Corvée Habitation sur lequel on avait utilisé, d'ailleurs, ma conjointe et moi, pour emprunter pour bâtir une maison à 13 % d'intérêt. Mais quand je me présente, moi, mon frère me donne un nom d'un directeur de banque ici en ville qu'il connaissait. Il dit, tu peux aller le voir, probablement qu'il va pouvoir accepter de te prêter des sous pour investir. Et là, on n'est pas dans l'hypothécaire, on est dans un prêt personnel à risque pour acheter une entreprise. Et, qu'il faut mener ensuite pour rentabiliser. C'est ça, si bien que donc, je me présente, je vais là, je suis le frère d'eux, et il m'a conseillé de venir vous voir pour avoir un prêt personnel. Et il a accepté de me prêter à 23,8 %. Et c'est bon, hein? Alors, j'ai dit oui. C'est pas raisonnable, mais quand tu es décidé, puis tu as l'impression aussi, c'était poussé par vraiment un mouvement intéressant, plus qu'intéressant, mais stimulant d'être trois frères, puis on part, puis l'objectif de Roger, puis dans lequel on s'est associé, c'était de développer une spécialité dans le transport par autobus et d'être, autant que possible, devenir un leader non seulement régional, mais au-delà de la région. Et on peut dire que je pense qu'on a réussi. Ben oui. Et donc, go, au job, le 23, c'est 8 %, on embarque. Et donc, je l'ai payé plusieurs fois le montant que j'ai emprunté, qui n'était pas des millions non plus. Mais quand même, c'était anecdotique aujourd'hui, mais c'était quand même, fallait être un peu effronté pour s'embarquer de cette façon-là. Et après ça s'est calmé. Non, pas trop longtemps, parce que si tu parlais de ça à quelqu'un, il disait « c'est pas raisonnable, n'embarque pas là-dedans ». Ouais. Mais en même temps, on savait que on savait qu'on connaissait ça, d'une part, puis on savait par contre qu'il faudrait y mettre tout notre temps, puis que la pyramide de l'organisation là, va être très plat. Tu as le dirigeant, là, dans nos divisions, tu as le dirigeant, puis tu as les chauffeurs, puis un contremaître, mais tu sais, il n'y a pas des sous-dirigeants, des adjoints, des ci, des ça. Là, on est sur le terrain des vaches, puis on prend le volant quand il manque un chauffeur, puis go, c'est comme... Fait que c'est ce qui s'est fait, puis là, par contre, c'est sûr que là, le reste des années 80, on s'est calmé le pompon, parce que décidé de gérer, on était encore 2-3 années là, à mastiquer encore, parce qu'on ne s'était pas avalé encore ça. Là, dans tout ce processus-là, est-ce qu'il y a des pièges que tu as réussi à éviter? Bien, justement, le piège que je pense qu'on peut, on peut se féliciter, ou que je peux me féliciter d'avoir évité, c'est de penser que parce que tu deviens ou que tu décides d'être entrepreneur, ah ben là, je suis entrepreneur, je viens d'acquérir telle chose ou je viens de partir tel business, je vais m'acheter ci, je vais m'acheter un gros char, je vais avoir un gros bureau. Tu sais, on roule tempête parce que tu es propriétaire. C'est pas du tout ça, la réalité. Puis s'il y a un message que je peux lancer à la relève d'aujourd'hui, c'est, comme on dit, soyez prudents. Faites vos classes. Faites vos preuves. Puis c'est sûr que nous, notre génération des baby boomers, on avait une règle, en tout cas chez nous, c'était ça, c'est dépense pas une pièce que tu n'as pas. Ouais. Le financement, c'était comme
C'était mal vu. C'est vraiment, t'es mal pris, là. Ben, gagne ton argent, puis si tu veux te payer quelque chose, tu regardes dans ton compte si tu as l'argent, puis tu vas te l'acheter, puis tu payes. That's it. Fait que c'est sûr que l'endettement, c'est quelque chose, tout le temps, il faut que tu regardes de près. Et ben, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu prends une certaine dimension, bon, les règles de financement, tout ça, bien là, tu es en contrôle, ça en prend du financement. Si tu veux faire du développement, ça prend du financement, ça prend des institutions financières qui viennent t'aider. Et là-dessus, on a été super aidés et supportés par notre institution financière. Et parce que ça en prend, sans ça, tu pourrais pas, tu peux pas tout acheter, comme on dit, acheter comptant. Là, fait que, mais ça a été effectivement la meilleure façon le meilleur piège à éviter, c'est de penser plus fin qu'un autre, de ne pas avoir l'attitude adéquate avec les gens, de penser que parce que tu es propriétaire, que tu dois travailler moins puis tu vas faire travailler les autres. Bien, il faut comprendre que le personnel, là, c'est comme un peu aussi les enfants, c'est que t'as beau leur faire des consignes ou te donner les directives qu'ils vont suivre en général, c'est pas un problème. Mais si toi, tu pratiques pas ce que tu dis, ça passe pas, là. Fait que faut que tu sois l'exemple numéro 1 de l'organisation, c'est sûr. Comment on s'arrange dans ton domaine avec la pénurie de main-d'œuvre? Est-ce que vous la vivez? Ah, la pénurie de main-d'œuvre, ça nous frappe de plein fouet. Dépendamment je dirais, des corps de métier, il y a eu des périodes où ça a été très difficile au niveau des mécaniciens. Ça a commencé assez tôt, ça, parce que avec le développement minier ici, les mécaniciens sont très sollicités par les compagnies minières, puis on n'est pas capable, comme on dit en français, d'accoter les conditions des compagnies minières. On est une entreprise de service, donc on n'a pas les mêmes conditions financières qui permettent de. Mais malgré ça, on s'en est bien sorti. On a fait beaucoup de retention grâce à des programmes, soit des programmes de boni dans le cas des mécaniciens, mais on en a perdu aussi. Il y a beaucoup de pression sur les salaires. Aujourd'hui, ça va bien. On a quand même recruté, réussi à recruter de l'étranger, des gens qui étaient venus faire de la formation de mécanique automobile, exemple à Val-d'Or. Fait qu'à Val-d'Or, on a un mécanicien d'origine française et un autre d'origine camerounaise. Puis ça va très bien, ça avec chez nous déjà depuis quelques années. Et on a d'autres recrutements aussi au niveau mécanique. J'ai un blanc de mémoire, mais je pense que c'est un Libanais qui est prévu s'en venir, qui est dans la machine à saucisses. On a fait appel à une firme pour le recrutement étranger. Oui, on a des défis de main-d'œuvre. Dans le transport scolaire, c'est pas évident parce que c'est du travail en principe régulier, mais temps partiel. Alors, le taux horaire n'est pas mauvais, c'est juste que quand tu as juste 1h30 de travail à offrir le matin et 2 heures l'après-midi, parce que c'est ça le transport scolaire, oui. Bien, je veux dire, ça ne fait pas vivre une famille de 2 enfants. Là. Donc, c'est un défi au niveau des chauffeurs scolaires. C'est pourquoi on est beaucoup dans les personnes pré-retraitées, retraitées et tout ça, parce qu'on cherche un gain pour, comme on dit, soit payer l'épicerie ou pour aller dans le sud, mais c'est le second salaire où ils sont déjà garantis par une retraite. Mais ça, c'est un défi. On a c'est des personnes, donc, par définition, s'ils sont là, c'est pas un revenu principal, donc c'est plus facile pour eux aussi de dire « Ah, ben là, j'ai besoin de vacances, je pars, tout ça. » Fait que là, tu as le défi de faire beaucoup de remplacements. Tu as beaucoup d'absences, pas parce que... c'est versus la nature de l'emploi qui fait que les gens sont un peu plus indépendants et puis c'est correct. Fait qu'on a beaucoup, on tente d'avoir beaucoup de chauffeurs occasionnels pour réussir à combler un poste, là, parce que des fois, c'est même, on coupe un circuit en deux parce que là, on a c'est un chauffeur qui fait un, puis c'est un autre chauffeur qui fait l'autre, puis on fait des aménagements qui sont pas difficiles. Alors oui, pour un problème de pénurie de main-d'œuvre, on l'a en plein front, puis on l'a vécu encore dernièrement, même dans des postes administratifs où on a été comme 4-5 mois avant de réussir à trouver un comptable en bonne et due forme. On a fait un paquet d'entrevues, puis on cherchait un profil, évidemment, assez précis.
Mais ça, comme on dit, là, ça a été ardu à trouver. Alors, pénurie de main-d'œuvre, oui, dans le front. mais ça va bien, c'est sûr. Ouais. Tu es un témoin de l'économie régionale. Est-ce que tu as confiance avec ce qui s'en vient au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue pour ça? Bien, oui, je suis très confiant par rapport à l'économie régionale. C'est sûr que je suis influencé par le fait que, exemple, actuellement, le prix de l'or est bon, donc les minières qui fonctionnent actuellement doivent être assurées, elles aussi. Mais quand on parle de mines, on sait qu'ils ont tous une vie utile. Ils ont déjà une date de péremption d'avance. Oui, c'est ça, oui. Fait que c'est l'exploration qui est important, c'est le développement de nouveaux projets. La préservation de l'environnement avec tout ça, c'est sûr, parce qu'on prêche, nous, par l'environnement, parce que l'autobus, c'est le moyen de déplacement terrestre le plus économique pour les personnes. Fait que c'est sûr qu'on prêche pour ça. Mais l'économie, oui, je suis très confiant parce qu'on est une région, dans les régions dites éloignées, on est définitivement actuellement la plus dynamique et celle pour laquelle ça va le mieux. Puis il s'est développé grâce au secteur de base comme les mines, les forêts et l'agriculture. Il s'est développé des spécialités au sein de PME et qui sont devenues plus que des PME là, et des spécialités qui font que là, on tombe dans le secteur secondaire, des entreprises qui sont intéressantes, que ce soit dans nos principales villes. Ça fait que oui, je suis bien optimiste du développement de la région. Puis c'est encore une région où les jeunes peuvent espérer s'embarquer, puis je dirais être un peu téméraires en partant, puis croire à ce qu'ils font, leurs produits et tout ça, puis quitte à payer un peu plus cher d'intérêt. Mais tu sais, les jeunes auront toutes les raisons d'être optimistes. D'autant plus que les baby boomers que nous sommes, évidemment, on n'est pas éternels, puis il y a de la place là, qui se pointe, il y a des espaces qui se créent, puis c'est aux jeunes de prendre la place. Là. Go, allez-y. Super. Pierre, avant de se laisser, on va prendre une courte pause pour que tu nous montres un peu le garage, de quoi ça a l'air ici. Parce que les gens voient ça de la grande route, mais ils ne se doutent pas de commencer à l'intérieur quand même. Yes. Ben, il n'y a pas de problème. Justement, quand j'ai remporté le prix l'année passée. Acheteur. Le côté acheteur, ben oui, c'est bien. Salle de repos. Puis le centre de vérification mécanique dont on parlait, là, ben, quand les gens viennent prendre rendez-vous puis vous faire réparer, ben, c'est ici que le rendez-vous se prend. OK, ouais. C'est ici que je suis venu porter l'auto l'autre fois. Ah, OK. T'es venu toi-même. Fait que ici, ben, évidemment, ici, il y a un peu va-et-vient et de clients et de beaucoup de chauffeurs, parce que c'est des casiers des chauffeurs d'autocars scolaires, le dispatch de véhicules, tu sais, l'affectation des véhicules avec les circuits scolaires, dans le cas du scolaire. Fait que vous avez quoi, une trentaine de conducteurs juste à Rouyn-Noranda? Dans le cas du... non, dans le cas du... Ici, à Rouyn scolaire, on parle de 40. Il y a une trentaine d'autobus, puis on a beaucoup de berlines scolaires maintenant. Ah oui? Des vanettes qu'on appelle, dans le domaine scolaire, on appelle ça des berlines. C'est des vanettes avec identifié collier. Puis on a 9 présentement sous contrat. Alors, c'est pour ça qu'en arrivant tantôt, tu as probablement vu dans le cours. Oui, la filée. Oui, c'est ça. Fait que ici, tu as le bureau du contremaître de l'atelier et le département des pièces ici. La question, est-ce que tu as ton permis pour conduire des autocars? Ben oui. Il faut des fois, hein? Oui, ben remarque que j'ai jamais vraiment conduit les autocars, c'est-à-dire sur des services réguliers. OK. Mais je l'ai fait de temps en temps parce que mon fils il jouait au hockey, puis me déguisait en chauffeur, en conducteur pour certains tournois. Mais c'est un véhicule qui est super agréable à conduire. Puis je prends plaisir à aller me refaire la main de temps en temps, mais c'est sûr que
Je ne suis pas chauffeur. C'est une question de plaisir, c'est pas une question de travail. C'est comment faire travailler avec ses enfants? Ah, c'est un grand plaisir, une grande fierté aussi. Puis avec, on a passé, j'ai aussi un petit neveu qui est dans Alexandre Cousineau-Maheu, qui est maintenant dans l'organisation. Sa mère, ma nièce Sylvie, qui est avec moi depuis plus de 20 ans. Mon fils depuis 7 ans. Alors, c'est vraiment... C'est stimulant, c'est intéressant, c'est le fun. C'est vraiment un élément de fierté, en fait. La continuité de l'entreprise. Ça amène une autre dynamique. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Super. C'est le... Atelier mécanique. Oui, puis c'est le... Comme on peut voir, c'est le rush des pneus. Je sais pas pourquoi. Pas pourquoi. Hey, c'est vraiment bien. Combien de gens travaillent ici du côté mécanique? On a ici, je dirais, une douzaine de personnes, 6, 7 mécaniciens, des préposés à la pompe, faire les pleins et vérifications, et des laveurs préposés à l'esthétique des véhicules. C'est beaucoup de gens, là. Ça prend une bonne logistique pour tout ça. Oui. D'ailleurs, on n'a pas parlé du nombre d'employés, mais on est à ça. Le groupe, on est maintenant rendu quand même à 330 employés pour le groupe Autobus Maheu. Ça inclut toutes nos divisions en plus de Rouyn-Val-d'Or, qui sont les deux principales. Il y a quand même une division scolaire au Témiscamingue, une à Saint-Félix dans la région d'Amos, plus notre division à Fermont, du personnel dans la région de Grand-Remous-Maniwaki pour la ligne qui va à Ottawa tous les jours. Alors, oui, une belle grande équipe. C'est le fun, ça. On est dans les plus de 300 maintenant. Ben oui. On n'est pas dans le... On ne s'est pas inscrit dans le journal des affaires, là, on pourrait. Ça va venir. On n'a pas répondu au sondage, en fait. Ah, OK, bon. On est humble encore. Là. Ça aussi, c'est le fun. C'est particulier à conduire, ça. Ah, ça doit, ça. Parce que les roues sont là. Oui. Fait que quand t'es là-dessus, t'es en porte-à-faux. Hein? Fait que quand tu vires, ça fait ça de même, tu sais. Tu rentres pas dans le trou, c'est comme... Ah, c'est un beau style vraiment particulier. Je suis sûr. Ah, ouais, c'est sûr. C'est bon. On va faire une série avec Pierre Maheu qui nous montre à conduire un autocar. Ah, absolument. Ben là, on est dans ce qu'on appelle un autobus urbain ou un autobus de ville. On est sous contrat avec la ville de Rouyn-Noranda depuis plusieurs années et j'espère pour plusieurs années encore. Alors, on a 3 autobus de ce type-là pour desservir le service d'autobus de ville qu'on appelle ici à Rouyn-Noranda. Alors, ça fait partie de notre division de Rouyn-Noranda. Et les véhicules, ben, c'est en fait, c'est les Nova construits ici au Québec, Novabus, ce qu'on appelle des low floors, des planchers à surbaisser. Et ça va très bien. Hey, ben c'est super. Merci beaucoup pour ton bel accueil, Pierre. Puis la prochaine fois, on va faire ça sur la route avec toi. Bien, absolument. Puis ça me fait plaisir. Puis on est bien heureux de vous avoir reçus. Puis on espère pouvoir continuer notre route et essayer de conduire ça de façon la plus compétente possible. Pas inquiet pour vous. Très bien. Merci.